Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire qui reprend après la trêve estivale. Notre premier numéro de cette rentrée est consacré dans sa première partie à la République démocratique du Congo, où Kinshasa, la mégalopole de plus de 10 millions d'habitants, s'est embrasée ces 19 et 20 septembre 2016. Le bilan est lourd, 17 morts selon les autorités, une cinquantaine selon l'opposition. Mais comment sortir la RDC de l'impasse? Pour en parler, trois invités avec moi. L'honorable Francis Kalumbo, vous êtes député à l'Assemblée nationale du Congo. Vous êtes membre fondeur du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Gabriel Massoudi Bin Omari, vous êtes secrétaire exécutif fédéral du PPRD France. Vous êtes membre de la majorité présidentielle. Et Emmanuel Ilunga, vous êtes président de l'Action républicaine pour le Congrès RDC et membre du Rassemblement. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le médiateur togolais Edem Kodjo y croyait fortement. Le dialogue national était porteur de tous les espoirs, mais les divisions ont fini par prendre le dessus et la RDC est à nouveau dans l'impasse. Mais comment en sortir? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction. Il est signé Olivia Yéré-Dobré. Quelle sortie de crise possible pour la République démocratique du Congo? Le 19 septembre 2016, alors que le rassemblement des principaux partis d'opposition appelle à manifester pour exiger le départ du président Joseph Kabila au terme de son mandat le 20 décembre 2016, des violences éclatent, faisant plusieurs victimes. Cette manifestation n'est pas sans rappeler les émeutes de janvier 2015, faisant suite à l'adoption par l'Assemblée d'un projet de loi portant sur la modification de la loi électorale. Une fois de plus, pouvoir et opposition se renvoient les responsabilités. Cette manifestation, présentée comme pacifique, a malheureusement dégénéré, détournée par ses organisateurs vers un autre objectif, à savoir la violence aveugle. Le recours à l'insurrection ne peut constituer une alternative au dialogue en cours. La violence est due au dialogue soi-disant national politique inclusif qu'a souhaité, à juste titre d'ailleurs, le président Kabila. Mais sauf que si au moment de ces dialogues, vous excluez déjà des partis politiques qui ne pensent pas comme vous, et vous vous retrouvez entre vous, donc ça devient un monologue exclusif, ça pose problème. Lancés depuis le 1er septembre 2016, les travaux du dialogue national sont censés baliser le chemin pour un processus électoral apaisé. Les principaux partis d'opposition regroupés au sein d'un rassemblement dirigé par Étienne Tshisekedi ont refusé toute participation à ce dialogue depuis le départ, à l'exception de Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, qui après avoir suspendu sa participation le 12 septembre 2016, suite à un désaccord avec la majorité portant sur la date des élections, a finalement obtenu gain de cause. Les amis de la majorité certainement comprennent que s'ils disent à l'instant même que oui, nous avons compris aussi que la crise risque d'être alors une véritable impasse si on ne privilégie pas l'élection présidentielle dans l'ordre des élections qu'on va aligner. Le facilitateur du dialogue national en RDC, Edem Kodjo, annonçait le 14 septembre un accord pour la poursuite du dialogue inclusif. Élections présidentielles, législatives nationales et provinciales le même jour. Après une suspension de 48 heures faisant suite aux diverses manifestations, le dialogue est censé reprendre en République démocratique du Congo avec l'ensemble des chefs religieux congolais, à l'exception de l'Église catholique. Reste à savoir si les principaux partis d'opposition se joindront à cette tentative pacifique de sortie de crise. Francis Kalumbo, vous étiez contre le dialogue national inclusif. Quel était votre schéma de sortie de crise? Merci. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances aux familles endeuillées en République démocratique du Congo et profiter de cette occasion pour rendre hommage à la mémoire de ces vaillants combattants qui sont morts à cause d'une seule chose, c'est-à-dire la défense de la démocratie, de la liberté et de la constitution de notre pays. Et franchement, ils méritent, comme l'a mérité Patrice Emery Lumumba. C'est des combattants de la liberté, puisque voilà des hommes et des femmes qui se sont mis debout, qui n'ont pas cherché des postes. Ils se sont battus tout simplement pour qu'on respecte la constitution et leur donner leur droit le plus élémentaire, à savoir aller choisir la personne qui doit diriger la République démocratique du Congo à partir du 20 décembre. Ils ont payé de leur vie. Ils ont payé de la manière la plus chère qu'un être humain peut donner. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, à savoir la vie.
Et en tout cas, nous devons le respecter. Il faut ériger un monument en leur honneur, en gravant les noms de toutes ces personnes qui sont tombées, et même ceux qui sont tombés au mois de janvier 2015. Eux aussi, ils méritent la même chose. La manifestation contre le projet de modification portant loi électorale. Et je pense que trop, c'est trop, et nous ne devons pas continuer à tuer la population comme ça. Votre réponse à la question, c'est laquelle? Si vous refusez le dialogue inclusif, comment peut-on aboutir à une solution consensuelle? Je n'ai jamais refusé un dialogue inclusif. Au contraire, je ne peux qu'encourager les Congolais qui doivent se retrouver ensemble de manière à pouvoir parler, dialoguer pour trouver des solutions en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mais néanmoins, la crise actuelle, je pense que la majorité présidentielle à laquelle j'appartiens encore a créé une zone d'incertitude pour en être la solution. Et ça, on ne peut pas accepter. Et le peuple l'a démontré. C'est la zone de certitude créée par la majorité? C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser des élections. J'y suis juriste. Donc voilà pourquoi, en janvier, les Congolais sont sortis dans la rue pour donner un signal d'avertissement. Donc il n'y a que la rue pour faire partir le président Joseph Kabila? Vous savez, un peuple qui vit sous oppression, même en droit public international, il est reconnu à un peuple qui vit sous oppression de s'autodéterminer, soit par une révolution, soit par des révoltes, soit par les élections lorsqu'on ne leur donne pas l'occasion de pouvoir aller élire le nouveau chef de l'État. Donc moi je pense que ce n'est pas qu'on peut encourager la rue, mais lorsqu'on n'a pas d'autres moyens. Il ne faut pas oublier que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une manifestation autorisée avec une demande. Donc la marche, c'est une expression de la démocratie qu'on ne peut pas priver quelqu'un. Vous étiez pour le principe du dialogue, mais à des conditions précises. Oui, on était pour le principe du dialogue. D'abord, je remercie mon cher frère Francis Kalombo. Il m'a pris les mots dans la bouche par rapport aux victimes. Je suis triste et malheureux. J'aurais pu même demander une minute de silence ici au plateau pour honorer leur mémoire. Donc aujourd'hui, je suis en face de moi, nos amis qui représentent la majorité, donc le PPRD. Et je suis triste et je suis attristé par ce qui se passe dans mon pays. Parce que Joseph Kabila, il a fait 2 mandats. Et il savait pertinemment qu'au bout des 2 mandats, il faut céder. Ok. Bon. Alors, très rapidement, le point d'achoppement au dialogue national inclusif, c'était la question électorale, du calendrier électoral. Oui, parce qu'il faut bien éclairer les gens qui nous suivent. Le dialogue, en lui-même, l'opposition ne refuse pas les dialogues. Parce que déjà en 2013, il y a eu une résolution des Nations Unies qui a demandé le dialogue dont l'opposition avait accepté. C'est la majorité qui avait refusé. Donc au jour d'aujourd'hui, l'année dernière, Joseph Kabila a pris une ordonnance. Il a demandé que les partis viennent autour de la table de manière inclusive pour discuter, échanger, pour savoir comment on va diriger le pays et comment on va organiser les élections. Mais simplement, c'est lui qui convoque, il est jugé parti à la fois. L'opposition a amené une feuille de route. Et les Nations Unies, donc la communauté internationale, a appuyé sur cette feuille de route en votant à travers la résolution 2277. Et toute l'opposition est d'accord sur cette résolution. Donc à partir du moment où nous sommes d'accord, nous ne sommes pas opposés au dialogue. La majorité devrait faire un pas, un effort pour accepter ces dialogues de manière à ce qu'on soit autour de la table pour éviter justement ce qui s'est passé avant-hier. Monsieur Bin Obari, on l'a vu, le gouvernement a beaucoup hésité avant d'accepter le principe de l'organisation des élections, à commencer par la présidentielle. Quelle était la difficulté du gouvernement? Merci beaucoup pour la question, parce que, comme l'a dit l'honorable Francis Kalombo, moi, je pense aux victimes d'abord de cette insurrection et que je demande que leurs âmes reposent en paix, parce que ça nous concerne tous. C'est tout le Congo qui est frappé. Exactement. Même si ça s'est passé que dans la ville de Kinshasa, mais c'est toute la République qui est endeuillée. Alors, je pense en mémoire de ces hommes, de ces filles et de ces femmes. Vous êtes membre de la majorité présidentielle. Oui. Alors, qu'est-ce que le pouvoir est prêt aujourd'hui à céder pour éviter l'embrasement à votre pays, la République démocratique du Congo? Le pouvoir a beaucoup cédé depuis un certain temps. Le pouvoir a cédé dans quel sens? C'est parce qu'il y a eu des préalables qui ont été demandés par le Rassemblement et par l'opposition. Oui.
Je crois que nous avons passé à un moment de dire que oui, c'est que l'opposition a demandé, nous devons leur donner. Ils ont demandé la libération des opposants, des prisonniers politiques. Ils ont demandé la libéralisation des chaînes de télévision. Et puis, ils en ont demandé autant d'autres choses, mais nous avons répondu par positivement. Et vous avez fini aussi par accepter que la présidentielle soit organisée avant les locales. Exactement, parce que quand on est en train de discuter, c'est là où jaillit des bonnes idées. Quand l'opposition est sortie de la salle, le jour, je ne me rappelle plus, pour prendre 48 heures pour raisonner, je crois que nous sommes revenus à la raison pour dire que non, c'est que l'opposition a demandé, qui est d'abord la présidentielle et puis les législatives, et après, on verra le reste des élections après. Donc nous avons, le gouvernement a cédé. Monsieur Kalombo, vous êtes député, donc vous connaissez la matière électorale. Combien de temps faut-il aujourd'hui pour organiser une présidentielle en RDC? Merci. J'aimerais souligner deux petites choses. Très rapidement. Oui, très rapidement. D'abord, je tiens à dire que l'opposition n'a rien, le pouvoir n'a rien cédé depuis le début par rapport au préalable de l'opposition. Deuxième élément, tous ceux qui font l'opposition sortie, l'opposition rentrée, c'est un théâtre. Tout est déjà convenu. Nous allons faire semblant de faire ça et faire semblant de faire ça pour faire croire comme si on a des difficultés. Vous pensez que le pouvoir à Kinshasa est en train de jouer une tactique politique pour obtenir ce que la Constitution lui refuse, c'est-à-dire un troisième mandat? Je vais citer. Oui. Ils n'ont rien cédé. La preuve, même le nonce apostolique l'a dit. Il y aura un vrai dialogue, que lorsqu'il y aura autour de la table la partie présidentielle, le président Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Et d'ailleurs, les préalables dont il dit que le pouvoir a cédé, je vais lui énumérer deux seulement. Le pouvoir a cédé à ne plus poursuivre Vital Kamerhe. Vous connaissez le dossier Vital Kamerhe avec l'honorable Wivine Moleka. On a enterré ces dossiers. Et le pouvoir a cédé en libérant la chaîne de Vital Kamerhe, donc qui était aussi fermée, qu'on a laissée. Et par contre, pour ce qui concerne Moïse Katumbi, il y a encore des hommes et des femmes qui crèvent dans des prisons, qui sont retenus. On n'a rien lâché. Un seul mot. Oui. Il vient de dire un mot ici que je ne peux jamais laisser ni accepter qu'il continue à le dire. C'est lequel? L'insurrection. Il n'y a pas eu d'insurrection en République démocratique du Congo. Je vous renvoie. Non, je reviens. Je suis un juriste. Je vous renvoie au code pénal de notre pays, l'article 206 et 208 qui définit, et nous allons même le code militaire, l'article 136, 137, 108, qui définit c'est quoi l'insurrection, et vous verrez que l'élément intellectuel même fait défaut. Parce que regardez la définition, vous verrez donc. Mais avant très rapidement, répondez à la question, techniquement aujourd'hui, pour organiser les élections présidentielles dans votre pays, combien de temps faut-il? En tout cas, pour moi, pour organiser techniquement aujourd'hui, dans moins de 4 mois ou 5 mois, on peut les organiser. Donc dans 4 mois, il est possible techniquement, matériellement d'organiser. En 2011, le pasteur Moulounda a mis 6 mois avec le professeur Njoli. Ils ont mis 6 mois pour recenser tout le monde et organiser les élections. Dans moins de 6 mois, ils l'ont fait. Et donc, vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui? Je reviens pour vous dire que la zone d'incertitude est créée par le pouvoir pour ne pas faire les élections. Pour la preuve, vous avez vous-même vu, lorsqu'ils ont fait leur semblant de théâtre, comme quoi qu'ils ne pouvaient pas s'entendre avec l'opposition pour ne pas commencer avec l'élection présidentielle. Tout simplement parce qu'on ne veut pas faire cette élection. Oui, très rapidement. Insurrection, moi je suis aussi des formations juristes. Le mot qu'il a utilisé n'est pas approprié. Parce qu'il n'y a pas eu volonté de renverser le pouvoir. Donc, il n'y a pas eu... Et notre peuple... expliquer. Oui, je terminerai. Oui, je comprends juste... Monsieur Binomarou, vous pensez... Excusez-moi, parce qu'on n'a pas assez... Vous pensez que le 19 septembre 2016, les manifestants avaient pour objectif de renverser le pouvoir? D'abord, ce n'était pas pour cette cause, mais il y avait derrière le manifestant des hommes et des femmes qui les ont incités à aller faire cette manifestation pour briser et pour casser tout ce que nous avons comme ça. Il y a sans doute toujours des éléments incontrôlés dans toute manifestation.
Oui, bien entendu. Mais l'objectif de la grande majorité des manifestants était-il d'aller renverser le pouvoir? Bien entendu. Parce que ça commence par là. Oui. Et puis, dès qu'il y aura que c'est tout le monde qui... Êtes-vous prêt aujourd'hui? La question, c'est ça la question la plus importante aujourd'hui. Oui, très rapidement. Lorsque nous avons demandé cette manifestation, qui a été acceptée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, et avec les itinéraires bien définis. Voilà. Dans notre mémorandum, il était question d'un préavis, pas d'un renversement de pouvoir. C'est ça qui est officiel. C'était un préavis qu'on rappelait à Joseph Kabila que le 19, il devrait commencer déjà à convoquer les élections. Comme il ne l'a pas fait, nous lui accordons un préavis de 90 jours désormais, jusqu'au 19 décembre. Et ça nous amène à poser la question aux juristes, excusez-moi aux juristes que vous êtes, dans quel cadre juridique se situera désormais la présidence après le 19 décembre? Merci. Ben, pour juste l'aider à comprendre l'insurrection, il vient de dire lui-même qu'il n'y avait pas cette volonté de renverser le pouvoir au départ. Mais je vous dis que pour que cette infraction que le juge puisse se dire établie, il y a ce qu'on appelle des éléments constitutifs d'une infraction. Et vous-même, vous venez de les dédouaner du fait qu'il ne voulait pas, comme il a dit, voulait renforcer. Et deuxième élément aussi, c'est ce qu'on appelle l'élément intellectuel qui fait défaut. Et nous trouvons la définition en code militaire, code pénal militaire, où on dit que, alors, pour dire qu'il faut que ce soit des agents. Alors là, il n'y avait pas des agents. C'était de la population spontanément. Et pour revenir à l'autorisation, puisque l'autorisation avait été autorisée par un document, est-ce qu'il peut nous prouver les documents écrits contraires, l'acte contraire? Il n'a pas dit. Alors, puisqu'il n'y a pas d'acte contraire, c'est-à-dire que c'est une manifestation autorisée. D'accord. Après le 19 décembre, dans quel cadre juridique s'inscrira désormais la présidence en RDC? Que prévoit votre constitution? Heureusement, la constitution de la République démocratique du Congo a tout prévu. Je vous renvoie à l'article 75 de la Constitution qui prévoit qu'il peut y avoir un président intérimaire qui va gérer le pays. Là, en attendant. On n'est pas dans une situation de vacances de pouvoir. Je vais terminer. Nous sommes effectivement dans une situation de vacances de pouvoir pour fin mandat. L'article 75 dit ceci, pour toute autre cause. C'est-à-dire qu'il y a une cause d'empêchement. La cause est l'empêchement à Joseph Kabila de poser un acte en tant que président de la République, puisqu'il a consommé le nombre de jours. À vous deux, avant de clore cette partie, êtes-vous prêt à retourner au dialogue national? Si les dialogues respectent les conditions requises, pourquoi pas? Mais la première condition est déjà acceptée par la majorité. La majorité n'a pas accepté la première condition. La présidentielle avant les locales. On a cité les cas de Moïse Katumbi. Oui. En dehors, il y a les cas de Diomi Ndongala. Oui. Il y a les cas de Mouyambo, qui sont encore en prison. Il y a des prisonniers d'opinion. Il y a l'espace des libertés n'est pas libéré. Il y a des journalistes qui sont aujourd'hui maltraités, dont les chaînes ont été fermées. Alors, donc on ne peut pas accepter les dialogues sous ces formats-là. Nous voulons un dialogue inclusif, y compris avec la majorité, parce que c'est leur intérêt. Mais vous ne trouvez pas que finalement, plus la situation perdure, mieux ça arrange le pouvoir en place? Très rapidement. Pourquoi nous en arrivons là? Joseph Kabila est au pouvoir depuis 1996. Ça fait presque... Mobutu est parti depuis 1996. Ça, ce n'est pas important. Évidemment, ça dépend des éléments. Je vais réduire un peu pour lui faire plaisir. Au pouvoir je vais vous faire depuis plaisir. 2001. Je vais vous faire plaisir. Non. 2 mandats. Il a fait 2 mandats de 5 ans, ça fait 10 ans. Alors, depuis 10 ans, il est au pouvoir, il n'est pas capable d'organiser une élection libre et transparente dans un pays. N'est-ce pas là une faute grave? D'accord. Écoutez, messieurs... pour terminer... Oui. Plutôt à monsieur Binoma, très rapidement, vous dites aujourd'hui aux Congolais qui nous suivent que le gouvernement est prêt à faire des concessions pour sortir le pays de l'impasse. Est-ce que vous le confirmez aujourd'hui et aux Congolais qui nous suivent? Ah oui, je ne fais que le confirmer. Parce que a fait quoi concrètement? Disons, comme nous sommes dans une période de dialogue qui se termine, je crois, soit demain, mais c'était la porte ouverte pour que tous les Congolais puissent se retrouver. Mais il y a la question de l'opposition. Oui. L'opposition est radicale et catégorique. Donc il faudra que les uns et les autres, assouplissent leur position. Merci à vous, malheureusement. Oui, mais je voulais juste terminer parce que
là, il diffuse une fausse information. L'opposition n'est pas radicale. Oui, mais c'est à chacun, d'apprécier. Voilà. Dans tous les cas, le dialogue national reste aujourd'hui. Mais le peuple a rejeté leur dialogue tel qu'il est en train de le clôturer. Le peuple est sorti dans la rue, il l'a rejeté. Mais pourquoi quel peuple est allé dans la rue? Vous exprimez son mécontentement. Non, le peuple de Kinshasa n'est pas le peuple congolais. Mais c'est le peuple congolais, mais c'est dans les noms. Non, j'ai dit ceci, ce n'est pas tout, ce n'est pas toute la population. Vous avez le mépris. Non, ce n'est pas de mépris de la vie humaine. Nous respectons la population congolaise. Vous ne respectez rien parce que vous tirez à bout portant et les policiers ont des fusils d'assaut. Emmanuel Lunga, je ne sais pas. La première partie est malheureusement terminée. Nous reviendrons sur la situation dans votre pays. On ne peut que souhaiter que vous retrouviez un creuset qui puisse vous servir de cadre de concertation pour sortir votre pays de l'impasse. Merci à vous, Francis Kalombo. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre fondeur du PPRD. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Emmanuel Ilunga, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous marquons une coup de pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Cette deuxième partie sera consacrée au décryptage des discours prononcés au cours de cette semaine par les leaders du continent qui avaient comme priorité le développement du continent. On marque une coup de pause. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.